l'homme passe plus de 80% de son temps à l'intérieur de bâtiments. Que ce soit au travail, à l'école ou encore à la maison, la qualité de l'air intérieur joue un rôle primordial sur la santé et le bien-être de ses occupants. Des polluants chimiques émanant des matériaux de construction, du mobilier et des produits de nettoyage et d'entretien, des champs électromagnétiques résultant de l'installation électrique ou encore des moisissures qui se développent suite à une humidité accrue, l'intérieur de nos bâtiments regorge de pollution en tout genre. À titre de preuve, de nouvelles terminologies émergent comme le syndrome du bâtiment malsain, l'hypersensibilité chimique multiple ou encore la santé environnementale et la construction saine. La réticence de nombreux maîtres d'ouvrage face aux constructions passives est donc compréhensible, même si elle n'est pas fondée comme le montre le documentaire présent. Efficience énergétique au prix de la santé? Au contraire. Les maisons passives peuvent parfaitement être bénéfiques pour la santé des occupants, à condition d'en tenir compte lors de la planification et de la réalisation, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux de construction sans polluants chimiques, l'installation électrique et en évitant des ponts thermiques favorisant le développement des moisissures. De plus, les matériaux qui respirent et donc ouverts à la diffusion permettent de réguler l'humidité ambiante et de ménager les muqueuses des occupants. Ceci est d'autant plus important que les maisons passives se caractérisent par une étanchéité à l'air et donc un échange d'air contrôlé et parfois réduit. Le projet présenté dans ce film montre qu'efficience énergétique et construction saine ne s'excluent pas mutuellement, mais peuvent parfaitement être combinés sans pour autant renoncer au confort et à l'esthétique. La première étape consiste dans les mesures et analyses du terrain afin d'identifier d'éventuelles perturbations dont il faudra tenir compte lors de la planification. Ces mesures se font exclusivement au moyen d'appareils techniques scientifiquement approuvés par un expert en la matière. Ils concernent les mesures de champs magnétiques terrestres résultant de failles ou de sources d'eau souterraines, les mesures de champs magnétiques de basse fréquence dues aux conduites électriques et transformateurs, les mesures des champs électromagnétiques de haute fréquence en rapport avec les antennes GSM, le radar ou les antennes Wi-Fi voisines. Ainsi, les mesures ont révélé la présence d'une antenne GSM se situant à 460 mètres, dont il faudra tenir compte lors de la planification du bâtiment. Afin de doser la concentration du radon, un gaz radioactif dans la terre, on enlève l'herbe et on place un dosimètre sur le sol nu pendant 2 à 3 semaines en le protégeant contre la pluie. Le dosimètre est ensuite récupéré et analysé au laboratoire. Dès la planification, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Ainsi, le local technique, y compris le caisson à fusibles et les infrastructures électriques, ont été planifiés au coin extérieur du bâtiment afin d'éviter la contamination des locaux à séjour prolongé du rez-de-chaussée par des champs magnétiques de basse fréquence. D'autre part, les locaux non chauffés se limitent au garage. Tous les autres locaux font partie de l'enveloppe thermique, étanche et isolée thermiquement. Au rez-de-chaussée, au-dessus du local technique, les plans prévoient un dressing et la réserve de la cuisine, donc des locaux sans séjour prolongé. La salle à manger et le salon sont situés côté jardin
et donc le plus éloigné possible de l'antenne GSM du côté de la rue. Pour la même raison, les chambres à coucher des enfants, au premier étage, se trouvent également du côté jardin. Comme on a donné priorité aux chambres d'enfants, la chambre des parents se trouve certes du côté de la rue, mais elle n'a pas de fenêtre en direction de l'antenne GSM. De cette façon, on minimise dès la planification tout impact négatif en provenance de l'antenne, qui se situe à une distance de plus de 400 mètres. Un facteur très important concerne la ventilation mécanique, en somme le poumon du bâtiment. Ainsi, la centrale de ventilation devrait être positionnée centralement afin d'éviter des conduites trop longues. L'apport d'air frais et l'évacuation d'air vicié sont à prévoir de préférence à 2 faces différentes du bâtiment afin d'éviter des courts-circuits. L'apport d'air frais se fait via les locaux à séjour, comme les chambres, le salon, les bureaux ou la salle à manger. L'évacuation d'air usé se fait dans les locaux à utilité comme les salles de bain, les WC, la cuisine ou le hall. Les conduites doivent être courtes et rectilignes afin de permettre un entretien et un nettoyage facile par la suite. Une gaine technique verticale relie le local technique avec la centrale de ventilation aux étages supérieurs. Cette gaine verticale héberge les conduites métalliques de la ventilation, tout comme les autres infrastructures, telles que conduites de chauffage, téléphones ou câbles électriques. Les gaines de distribution d'air de la ventilation en tôle d'acier, agrafées en hélice, sont accessibles par le haut et le bas, ce qui permet un nettoyage et un entretien optimal. À chaque étage, des conduites rondes en plastique distribuent ensuite l'air dans les différents locaux. Ces conduites sont recouvertes à l'intérieur d'une membrane en plastique lisse afin d'éviter des dépôts de poussière. Afin d'éviter des sensations de courant d'air pour les occupants, il faut multiplier les bouches d'aération et donc le nombre de conduites dans certains locaux, notamment le salon et la cuisine. De cette manière, le volume d'air est réparti sur plusieurs bouches d'aération, ce qui évite des vitesses d'air trop élevées. De même, au premier étage, les volumes d'air et donc le nombre de bouches d'aération et d'extraction ne sont pas seulement calculés en fonction des volumes des locaux, mais également en fonction du nombre de personnes et des activités spécifiques. À titre d'exemple, une bouche d'aération dans les chambres d'enfants, mais 2 bouches pour la chambre des parents et toujours des conduites courtes rectilignes et accessibles, faciles à nettoyer. Die Lüftungstechnik heutzutage ist mittlerweile deutlich besser geworden in der Auslegung, in der Planung, wie es vor noch 10, 20 Jahren war. Nur trotz allem ist noch der Anteil in Betrachtung der technischen Ausführung noch immer sehr viel Luft nach oben. Ensuite, seulement peut commencer la planification du bâtiment, tout en tenant compte des résultats des analyses et mesures du terrain. Avant le terrassement, on a procédé au débroussaillement du terrain. Maintenant, le terrassement qui bat son plein. Il faut dire que la bonne terre va être transportée par le camion et entreposée puisqu'elle pourra être réutilisée pour le jardin une fois la construction terminée. Dès que les terrassements seront terminés d'ici quelques jours, on procédera à des mesurages supplémentaires du terrain, à l'emplacement propre de la future maison. Et une fois ces mesurages terminés, on pourra procéder alors à la construction proprement dite. Une fois les excavations achevées, on pose une couche drainante en verre cellulaire qui isole également contre le froid. Il s'agit en fait d'un produit à base de verre recyclé, fondu et transformé en mousse dure. Le verre cellulaire est inerte à l'humidité, de sorte qu'il permet d'éviter toute remontée d'humidité ascensionnelle. De plus, il est purement minéral et évite tout développement de moisissures ou de colonisation par des rongeurs ou insectes. Les conduites d'eau usées sont posées dans cette couche drainante. Des joints en caoutchouc assurent une parfaite étanchéité à l'air, évitant toute remontée de radon et d'air froid. Comme on construit ici dans une zone à risque en ce qui concerne le radon, à titre préventif, on prend une mesure qui est le puisard, qui sert à éliminer le radon. C'est en fait un seau renversé avec un volume
creux qui est relié par un tube, par après un ventilateur qui va sucer l'air et avec l'air le radon et donc l'écarter de la maison. En plus, ça crée une sous-pression, donc l'air n'est pas aspiré vers la maison, mais de la maison vers la couche drainante et comme ça on arrive à éliminer le radon. Le puisard est posé sous la dalle, en position centrale et relié par un tuyau en plastique vers la limite latérale du bâtiment. Si après achèvement de la construction, les analyses de contrôle révélaient des concentrations accrues de radon, on pourra relier le puisard à un ventilateur et évacuer ainsi le radon en créant une sous-pression. À présent, la construction proprement dite démarre avec la coulée de la dalle en béton de la cave. Un treillis métallique dans la dalle assure la stabilité. Ensuite, le béton est coulé. Il s'agit de béton à base de ciment Portland, sans scorie de haut fourneau et exempt d'additifs chimiques comme par exemple des antigels. La structuration de la dalle de béton vers la terre est la suivante. D'abord, il y a un géotextile. Ensuite, il y a une sorte de pierre qui est en fait du verre cellulaire qui sera ensuite recouverte d'une membrane plastique avant de couler la dalle proprement dite. Pour la dalle, il est important d'utiliser du béton sans additifs, notamment des additifs antigel. Comme on coule la dalle en béton en avril, de toute façon on n'a pas besoin d'antigel. Un drainage autour du bâtiment permet de drainer les eaux de pluie ou de neige vers la canalisation et d'éviter ainsi toute infiltration de ces eaux vers le bâtiment. À cette fin, des tuyaux équipés de minuscules trous sont posés dans une couche de gravier perméable à l'eau. Des échantillons sont prélevés pour toutes les dalles et analysés en laboratoire afin de vérifier l'absence d'additifs chimiques dans le béton. Comme les murs en béton coulés de la cave sont identiques à ceux du rez-de-chaussée, ils sont décrits plus tard dans le film. Les conduites de la ventilation mécanique centrale sont posées directement dans la dalle. Il s'agit de conduites arrondies en plastique, analysées au préalable en laboratoire. Ces conduites en plastique ne rouillent pas au contact du béton, contrairement aux conduites métalliques. Les conduites arrondies sont doublées à l'intérieur d'une membrane lisse, à base de polyéthylène afin de faciliter le nettoyage. Il est fortement conseillé de soumettre les plans concernant la ventilation mécanique à un expert indépendant et neutre pour avis avant de commencer l'installation. Hier wurde das Kanal jetzt etwas größer ausgelegt vom Ventil her, also die Ventilauslegung war etwas größer und dadurch hat man nicht im Wohnzimmer 2 Ventile für die Zuluft gelegt, sondern 4 Ventile. Im Küchenbereich haben wir nicht ein Ventil für Abluft gesetzt, sondern 3 Abluftventile. Und das hat dazu gebracht, dass der Luftaustausch gleichmäßiger ist. Und wenn Sie mehr Abluftventile haben, haben Sie mehr Ventilfilter drin und somit vergrößert sich die Filterfläche und Lebensdauer der Filterwechselintervalle wird größer. Des conduites courtes et rectilignes permettront un entretien et un nettoyage facile et efficace. De plus, les pertes de pression relatives au frottement ou au changement de direction sont réduites au minimum, l'efficience du système est ainsi améliorée. Avant de couler la dalle au rez-de-chaussée, il faut isoler le plafond du garage non chauffé contre le froid. À cette fin, des plaques isolantes en laine minérale ou en fibre de bois sont posées sur le coffrage et la dalle en béton est coulée de suite. Comme prochainement on va couler la dalle en béton par rapport au rez-de-chaussée, il faut d'abord placer les conduites de la ventilation technique. Ces conduites qui sont en plastique ont été analysées auparavant afin d'éviter des émanations chimiques qui contribueraient à la contamination de l'air frais apporté. D'un autre côté, comme les caves et les garages n'appartiennent pas à l'enveloppe thermique, il faut appliquer une isolation thermique. Comme pour la dalle de la cave,
des échantillons du béton des autres dalles sont envoyés au laboratoire pour y être analysés. Ce matin, on a coulé la dalle en béton du rez-de-chaussée. Cette dalle ne doit contenir ni des déchets radioactifs de hauts fourneaux, ni des substances chimiques utilisées en tant qu'antigel. Pour vérifier que ça a été bien suivi, on a pris un échantillon qu'on va analyser au labo. Il est primordial de protéger les conduites de la ventilation contre les poussières de chantier pendant toute la phase des travaux. En ce qui concerne les murs, il faut faire la différence entre les murs porteurs en béton et les murs en briques argileuses ouvertes à la diffusion gazeuse qui prédomine. Les murs en béton sont coulés sur place moyennant le même béton préanalysé comme pour les dalles. En ce qui concerne le coffrage, il faut veiller à utiliser une huile de coffrage exempte de substances chimiques nocives. Ensuite, les murs sont coulés avant d'enlever le coffrage une fois le béton séché. Les briques en argile sont posées au moyen d'une colle mortier spécifique, exempte de substances nocives et livrée en poudre. Ceci permet d'obtenir un mur uniforme, sans joints et homogène du point de vue isolation thermique, ce qui évite l'apparition de ponts thermiques. Comme le montre cette expérience, la brique en argile est capable d'absorber beaucoup plus d'eau ou d'humidité qu'une brique en ciment. Les briques en argile sont équipées d'un isolant thermique en forme de laine minérale. Comme cette dernière n'est pas en contact direct avec l'air intérieur, il n'y a pas de risque de contamination par des fibres minérales. Au rez-de-chaussée, au premier étage, dans les salles de séjour, les murs sont construits à partir de blocs en argile. Ces blocs ont, grâce à l'argile, la propriété de pouvoir réguler l'humidité et d'être ouverts à la diffusion gazeuse. D'un autre côté, l'intérieur, pour des raisons d'isolation thermique, sont remplis par une laine minérale qui, elle, n'émet pas de substances nocives, mais qui permet d'avoir un coefficient d'isolation thermique adéquat. Une membrane étanche entre la dalle et les murs en briques d'argile évite la remontée d'humidité. Ensuite, un mortier spécifique isolant égalise les inégalités de la dalle et fixe la première rangée de briques sans générer de pont thermique. Ce mortier est livré en poudre et mélangé à l'eau sur place, ce qui évite l'utilisation d'agents chimiques conservateurs nocifs. Pour la première rangée, on utilise un mortier ciment isolant spécifique qui a la propriété d'égaliser les petites indifférences au niveau de la dalle. Entre les différentes rangées de briques en argile, on utilise un autre mortier qui est en fait plutôt une colle, qui est très mince, ce qui nous évite d'avoir une hétérogénéité au niveau des murs entre le mortier et la brique en tant que telle. On obtient donc un mur très homogène en surface, ce qui nous évite des ponts thermiques. Les deux types de mortiers sont livrés en forme de poudre et sont ensuite mélangés avec l'eau sur le chantier. Ceci pour éviter que le produit initial soit additionné par des éthers de glycol, des conservateurs, qui pourraient ensuite émaner et contribuer à une contamination de l'air intérieur. Les dalles et murs du premier étage sont construits de la même façon. Briques isolantes en argile avec laine minérale et murs porteurs en béton coulé. La dalle en béton non isolée sera couverte d'une isolation thermique plus importante que les murs en briques argileuses isolantes, soit par une isolation plus épaisse, soit par un isolant plus performant si l'épaisseur ne varie pas. Il faut donc prévoir un recul des dalles en béton pouvant assurer une isolation thermique plus épaisse. Le bâtiment sera chauffé à la géothermie. À cette fin, des trous sont creusés jusqu'à une profondeur de 100 mètres et des circuits fermés à eau remontent la chaleur vers l'intérieur de la maison. Comme les températures à ces profondeurs sont constantes, le système permet un chauffage en hiver et un refroidissement en été. Il s'agit d'une alternative ménageant les ressources naturelles non polluantes et surtout exempte de toute substance nocive par rapport à la combustion des énergies fossiles, gaz et pétrole.
Retour au bâtiment. Les murs extérieurs de la cave doivent impérativement être protégés contre toute infiltration d'humidité au contact avec la terre qui engendrerait sans faille une croissance de moisissure et qui ne pourrait que difficilement être assainie. Les murs sont d'abord peints avec une peinture spécifique étanche. Comme les murs en béton empêchent toute diffusion, la question de substances nocives dans le produit ne se pose pas, car on est à l'extérieur du bâtiment. Il faut néanmoins veiller à colmater les trous d'ancrage des murs avec du ciment afin d'assurer l'étanchéité de l'enveloppe thermique à l'air. Ensuite, les murs extérieurs de la cave sont recouverts de membranes bituminées. Il est important que les membranes se chevauchent afin de garantir une étanchéité parfaite, faute de quoi des infiltrations d'humidité engendreraient inévitablement un développement de moisissure. Les membranes bitumineuses sont chauffées au chalumeau pour liquéfier la couche inférieure avant de presser le bitume contre les murs. La couche redevient solide en se refroidissant et colle ainsi au mur. Comme le bitume se trouve à l'extérieur des murs en béton, le problème d'éventuelles substances nocives pouvant contaminer l'air intérieur ne se pose pas. Au contraire, la priorité revient à éviter tout risque d'infiltration d'humidité. D'autre part, il faut s'assurer que la membrane bitumineuse dépasse le niveau fini de l'ordre de 20 cm afin d'éviter que l'eau de pluie ou de neige ne soit aspirée derrière le bitume. Le bitume est finalement recouvert d'une isolation thermique inerte à l'humidité, comme le polystyrène. Comme il est à l'extérieur, il ne risque pas de contaminer l'air intérieur. Les fenêtres et portes sont fermées provisoirement afin de protéger la construction contre les intempéries et notamment la pluie et la neige. Prochaine étape. Isoler et étanchéifier le toit contre le froid, la pluie et la neige. Après avoir recouvert la dalle en béton de plaques isolantes en polyuréthane, on colle une membrane étanche et résistante sur ces plaques. Ici encore, il faut veiller à assurer une étanchéité absolue. La moindre faille engendrerait indubitablement des infiltrations importantes et un développement de moisissure à l'intérieur du bâtiment. L'étanchéité autour de la lucarne s'avère particulièrement délicate. Il est temps à présent de vérifier l'étanchéité. À cette fin, le toit est inondé à l'eau après que les gouttières et rejets d'eau aient été bouchés. Si l'eau stagne sur le toit pendant plusieurs heures, on peut assurer que la toiture est effectivement étanche. De plus, une inspection du plafond à l'intérieur du bâtiment permet de constater l'absence d'infiltration. L'isolation thermique et l'étanchéité sont bien évidemment importantes pour toutes les extensions à l'image des balcons, des terrasses en toiture ou de tout autre saillie. Comme il s'agit généralement de l'extérieur du bâtiment, le choix des matériaux est moins important d'un aspect santé et qualité de l'air intérieur. On peut donc parfaitement utiliser des plaques en polyuréthane et des membranes bitumineuses. Il est important de dépasser le niveau fini afin d'éviter des ponts thermiques ou l'aspiration d'humidité derrière le bitume. D'autre part, le bitume permet d'éviter une perte de potentiel isolant des plaques en PU due à l'humidité. Les terrasses plates de toiture sont revêtues d'une membrane antidéchirante spécifique et élastique, identique à celle utilisée sur le toit plat. Cette membrane enveloppe également l'isolation thermique en polystyrène ou en polyuréthane. Les joints contre les murs sont particulièrement sensibles et nécessitent une vigilance accrue.
Le bâtiment est à présent fermé. Le chantier continue à l'intérieur. L'ensemble des infrastructures, à savoir les conduites de ventilation, les câbles électriques ou le chauffage, passent par une gaine technique de la cave vers les étages. La partie inférieure des murs extérieurs, au contact avec la dalle en béton, est couverte d'une couche d'enduit à base de chaux afin de rendre cette partie étanche à l'air. En effet, une fois la chape coulée, cette partie ne serait plus accessible. C'est pourquoi il est impératif de procéder à cette tâche dès maintenant. Il en est de même pour la gaine technique au contact des murs extérieurs. À chaque étage, la gaine technique est équipée d'une couche isolante en laine minérale pour isoler non seulement thermiquement, mais également contre le bruit. Ensuite, la gaine technique peut être fermée définitivement. Comme dans un chantier, il y a normalement beaucoup de poussière lorsque les gens travaillent, comme on voit ici. Il est très important de fermer, de sceller toutes les conduites d'air de la ventilation mécanique afin d'éviter que toutes ces poussières retombent à l'intérieur du système de ventilation, ce qui contribuerait par la suite à un salissement de l'air frais. Et en plus, c'est relativement difficile à accéder pour faire un entretien et nettoyer les gaines en cas de salissement. C'est à présent au tour des fenêtres et porte-fenêtres. Les cadres métalliques combinés à un triple vitrage recouvert d'une pellicule métallique également nous assurera une bonne protection contre le rayonnement électromagnétique de haute fréquence provenant par exemple des antennes GSM de l'extérieur. La fixation du cadre de la fenêtre par rapport au mur sera faite mécaniquement avec des bandelettes métalliques avec des vis. Comme ça, on renonce à l'utilisation de mousse polyuréthane qui émet des substances nocives. Ceci signifie qu'il faut bien prendre les mesures pour que la fenêtre rentre le plus exactement possible dans l'ouverture, sans laisser d'interstice trop important. Autrefois, les fenêtres étaient fixées mécaniquement sans utilisation de mousse à base de polyuréthane qui ont fait leur apparition bien plus tard seulement. En effet, ces mousses renferment des isocyanates qui irritent les muqueuses et en plus des retardateurs de flammes organophosphorées qui sont neurotoxiques et attaquent le système nerveux. Pour cette raison, le polyuréthane en général et les mousses en particulier sont à proscrire à l'intérieur des bâtiments. Cependant, les vis qui tiennent les cadres de fenêtres ne tiennent pas dans les briques qui sont creuses à l'intérieur. Il faut donc fraiser un trou de 6 à 8 cm dans les briques et le remplir de mortier isolant aux endroits où les vis pénètrent. De cette façon, les vis et les bandes métalliques qui servent à fixer les cadres des fenêtres tiendront bien dans les murs et résisteront à toute contrainte dynamique ou statique. Les interstices entre les murs et les cadres sont ensuite remplis à la laine minérale. D'une part, celle-ci n'émet pas de polluants une fois posée, et d'autre part, elle résiste à la colonisation par des moisissures. La laine minérale est donc un excellent isolant thermique. Dans une construction passive, ces interstices doivent être absolument étanches à l'air. À cette fin, les interstices sont recouverts à l'extérieur d'une membrane étanche à l'air qui bien sûr a été analysée en laboratoire en amont et qui est exempte de polluants chimiques nocifs. Il en est de même pour le mastic qui a été préféré à une colle classique. Le même procédé est appliqué côté intérieur. Il faut cependant veiller à ce que la membrane à l'extérieur ne soit pas plus résistante que celle de l'intérieur, faute de quoi l'humidité de condensation sera piégée au niveau des interstices et de l'isolant,
et ne pourra être évacué vers l'extérieur. Dans ce cas, les deux membranes intérieures et extérieures sont sensiblement identiques. Une membrane supplémentaire, plus résistante mécaniquement, sous les cadres des portes et porte-fenêtres, permet de garantir une étanchéité à l'eau de pluie ou de neige. Pour l'électro-installation, on a une installation un peu plus complexe, dans le sens où on utilise en partie une domotique. Pour les prises de courant classiques, on a un fil électrique classique qui est en tresse, qui est enveloppé par une feuille en aluminium reliée à la terre, ce qui permet de diminuer de façon significative les champs électriques et les champs magnétiques. Pour tout ce qui est interrupteur des lampes, on a des fils qui sont un peu différents. De nouveau, on a une feuille d'aluminium pour réduire le champ électrique, mais on a en fait des filtres très fins, étant donné que par la domotique, on va uniquement apporter le courant nécessaire aux lampes pour le fonctionnement. De manière générale, les câbles électriques utilisés sont blindés et en tresse. Le blindage contre les champs électriques se fait par une membrane en aluminium électroconductible et munie d'une terre séparée. Le câble torsadé réduit de manière efficace les champs magnétiques par compensation, comme le montre l'expérience suivante. En ce qui concerne le champ électrique, qu'on mesure avec cet appareil-ci, qui nous donne un son en fonction de l'intensité du champ électrique, il faut savoir premièrement que le champ il est présent non seulement lorsque l'appareil est en marche, mais également lorsqu'il est éteint, donc ça change a priori rien. Ce que nous avons dans nos câbles spécifiques, c'est que nous avons une feuille en aluminium autour, que je vais simuler par cette feuille d'aluminium. Et qui en plus est relié à la terre de façon séparée, ce qui se remarque au niveau de l'intensité du son, donc du champ électrique. Donc cette feuille d'aluminium liée à la terre permet de dévier le champ électrique directement vers la terre, de sorte qu'on n'ait plus d'exposition pour les gens qui sont dans leur chambre à coucher. Tout appareil qui est en marche, qui consomme donc de l'électricité, crée autour du câble un champ magnétique. Ce champ magnétique que nous mesurons par cet appareil, nous voyons donc le bas-fond qui est de 0,1 microtesla à peine, aussi longtemps que l'appareil est éteint. Une fois qu'on le met en marche, on voit l'augmentation du champ magnétique le long du câble qui augmente jusqu'à plus de 3 microtesla. Le champ magnétique le long du câble dépend en fait de la proximité entre la phase et le retour de phase. Plus ceux-ci sont éloignés, plus le champ magnétique va être élevé. Ce qu'on voit par ici. Par rapport à un câble classique où les deux sont en parallèle, on utilise dans une construction biologique en fait un câble où la phase et le retour sont en forme de tresse, ce qui permet de diminuer très sensiblement la résultante du champ magnétique à cause des effets de compensation. En ce qui concerne les murs extérieurs, comme on utilise une brique isolante thermiquement, il faut veiller à utiliser un mortier isolant également pour fermer de nouveau les trous qui ont été faits dans les murs extérieurs pour l'électricité, voire pour le sanitaire. Si on utilisait un mortier normal, non isolant, on créerait des pans thermiques et donc des moisissures. Les boîtiers doivent également être électroconductibles afin d'éviter les champs électriques autour des prises de courant ou des interrupteurs. Ils sont en graphite avec une terre séparée. Comme dans une construction passive, les murs extérieurs doivent être absolument étanches et fermés à la diffusion du vent, respectivement de l'air, on ne peut pas avoir recours aux boîtiers spécifiques. Il faut donc utiliser des boîtiers normaux qui sont étanches pour néanmoins obtenir cet effet de réduction des champs électriques. On va les peindre avec une peinture à base de graphite, donc une peinture électroconductible. Comme ça,
on garantit quand même l'effet de réduction des champs électriques tout en maintenant un système de murs extérieurs étanches. Dans les maisons passives, les boîtiers des murs extérieurs sont équipés de membranes élastiques étanches afin d'éviter l'entrée d'air frais de l'extérieur et donc des pertes de chaleur. Un autre outil qui permet la réduction des champs électriques et magnétiques de basse fréquence consiste dans un biorupteur placé dans le caisson à fusible, comme le montre la démonstration suivante. L'appareil pour mesurer le champ électrique, je mets en marge et acoustiquement, on entend déjà qu'il y a un champ électrique. Peu importe que la lampe soit en marche ou éteinte, le champ électrique persiste. Je vais simuler maintenant la situation avec le biorupteur qui lui reconnaît lorsque l'appareil est en marche, la lumière est là, tant que le champ électrique est là, rien de spécial par rapport à la situation précédente conventionnelle. Cependant, à partir du moment où je vais éteindre la lampe, le biorupteur va le remarquer et si au bout de 6 secondes, à partir de maintenant, il n'y a plus de demande de courant, il va en fait éteindre ce qui se remarque au champ électrique, donc il n'y a plus de bruit, donc le champ électrique n'est plus présent et la prise de courant n'est plus sous courant, ce qui nous illustre cette lampe témoin qui est éteinte. La domotique installée au niveau du local technique constitue une autre variante, même si elle est nettement plus chère. Il s'agit d'une centrale de commande qui est gérée par ordinateur et qui laisse passer le courant selon les besoins du moment vers les locaux concernés. Ainsi, la domotique laisse passer les 220 volts nécessaires à une lampe LED si celle-ci est en marche, mais seulement 12,5 volts s'il s'agit d'une lampe halogène. La domotique permet, comme le biorupteur, d'éviter tout courant dans les chambres à coucher pendant la nuit. Finalement, la domotique peut être gérée de l'extérieur par ordinateur ou smartphone, par exemple du bureau ou de l'étranger pendant les vacances. Les dalles en béton du plafond vont être revêtues d'un plâtre à la chaux, c'est-à-dire un plâtre qui contient jusqu'à 5% de chaux. Pour qu'il accroche bien, il faut d'abord utiliser un accrocheur proprement dit. Cet accrocheur doit être exempt de substances nocives. Une fois l'accrocheur appliqué, on peut ensuite appliquer l'enduit plâtre à la chaux. Le plâtre à la chaux est un meilleur tampon d'humidité que le plâtre habituel. En effet, il peut mieux réguler l'humidité, c'est-à-dire qu'il l'absorbe en cas d'humidité ambiante élevée pour la restituer si l'air ambiant est sec. Un enduit à base de chaux est encore plus favorable en termes de régulation d'humidité, mais ne peut être appliqué au plafond en raison de son poids. Il ne tiendrait pas. On se limitera à utiliser la chaux pour les murs. L'argile possède des propriétés de tampon d'humidité similaires, mais l'argile a un pH neutre, alors que la chaux est alcaline ou basique, et donc naturellement bactéricide et fongicide. Les moisissures ne risquent donc pas, ou beaucoup moins, de s'y développer. De plus, l'argile est souvent mélangée avec de la paille, ce qui favorise la croissance de moisissures. Le plâtre habituel contient d'ailleurs également du calcium, mais sous une autre forme chimique que la chaux, ce qui fait que les caractéristiques positives décrites sont beaucoup moins prononcées dans le plâtre que dans la chaux. L'enduit des murs est un enduit à la chaux, livré en poudre et mélangé à l'eau sur place, ce qui évite la présence de conservateurs qui sont des polluants potentiels de l'air intérieur. Alors qu'un plâtre à la chaux ne renferme que 5% de chaux, l'enduit à la chaux renferme jusqu'à 20%, ce qui lui confère de meilleures propriétés de régulation d'humidité. Tandis que les murs en béton nécessitent un primaire d'adhérence, bien sûr exempt de substances nocives, les murs en briques doivent simplement être humidifiés avant l'application de l'enduit à base de chaux, afin d'éviter que ce dernier ne sèche trop rapidement. Les 5 premiers primaires analysés contenaient par ailleurs tous du formaldéhyde cancérigène, ce qui prouve l'importance d'analyser les produits ou matériaux avant l'utilisation.
Comme on renonce au papier peint et que l'enduit reste apparent, il est ensuite égalisé. Le pourtour des fenêtres et des portes nécessite un travail rigoureux et soigné. D'une part, les arêtes sont protégées par des éléments en aluminium plutôt qu'en plastique. Ceux-ci ne sont pas collés, mais fixés à l'aide de la chaux. D'autre part, les parties tangentes au cadre des fenêtres sont équipées d'un filet afin d'améliorer l'adhérence de l'enduit qui ne tiendrait que difficilement sur la membrane d'étanchéité. Ceci est d'ailleurs vrai aussi bien pour la chaux que pour le plâtre classique. Comme l'enduit intérieur, aussi bien que plus tard la chape, contiennent de grandes quantités d'eau, c'est très important d'aérer la maison dès la phase chantier. C'est pourquoi on demande au corps de métier d'avoir le réflexe d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, de permettre ainsi un sèchement plus rapide de l'enduit ou plus tard de la chape. Le cas échéant, il est recommandé de se procurer une poignée provisoire si les poignées définitives ne sont pas encore livrées. La prochaine étape consiste en l'installation du chauffage au sol, posé directement sur l'isolation thermique de la dalle en béton. L'isolation doit être complètement protégée par une membrane en polyéthylène contre l'humidité. Ceci est vrai tant pour les fibres de bois que pour la laine minérale. Les points critiques sont les passages des câbles aux conduites et les joints aux murs. Ensuite, les conduites de chauffage sont clipsées dans le support en plastique. En écartant plus ou moins les conduites, on peut créer des zones de chauffage divergentes, donc générer des zones plus ou moins chauffées. Il est primordial de faire analyser le support en plastique par rapport à la présence éventuelle de substances nocives, même si le support se trouve sous la chape et donc séparé de l'air intérieur. En effet, l'augmentation de température suite au chauffage favorise les émissions de substances nocives. Au contraire de la cave où on a appliqué les tuyaux du chauffage au sol directement sur un plastique qui contient du polystyrène, on préfère dans les salles de séjour ne pas utiliser un matériau à base de polystyrène. C'est pourquoi on applique ici une autre technique. Sur l'isolation acoustique à base de laine minérale, on applique un cadre métallique sur lequel on fixe directement les tuyaux du chauffage au sol. De ce fait, on a préféré changer le système au rez-de-chaussée et à l'étage. D'abord, une isolation thermique en laine de bois exempte de substances nocives est posée sur la dalle en béton. Celle-ci est protégée contre l'humidité par une feuille en polyéthylène contrôlée en amont. Un treillis métallique remplace le support en plastique contaminé. Il est fixé par un simple fil métallique de sorte à constituer ainsi un support métallique couvrant l'entière surface. Des clips en plastique sont ensuite posés sur le treillis et les conduites chauffantes clipsées dessus. Ici encore, plus on rapproche les conduites, plus la zone sera chauffée par la suite. Même si le chauffage au sol constitue un compromis du point de vue construction biologique, la problématique des poussières émises en suspension par l'air chaud qui monte ne se pose plus vraiment du fait que le chauffage est minimal suite à l'isolation thermique efficace des maisons passives. Avant de couler la chape et rendre l'accès aux conduites inaccessible, il est important de mettre en marche le chauffage afin de vérifier l'étanchéité et la fonctionnalité du système. La prochaine étape, les chapes. Le ciment pour les chapes est un ciment Portland en forme de poudre et sans substances nocives, notamment sans conservateur. La caractérisation CEM 1 décrit la qualité du ciment, en l'occurrence le fait que le ciment ne contient pas de déchets de hauts fourneaux, contrairement aux variantes CEM 2, 3 ou 4.
Le ciment en poudre est mélangé à l'eau juste avant son utilisation et pompé vers les locaux concernés, où il est ensuite réparti sur l'ensemble de la surface. Comme les chappes liquides contiennent en général des conservateurs, il vaut mieux les éviter. Lorsque la chape est coulée, il faut veiller à éviter des poches d'air autour des conduites du chauffage. En effet, comme l'air est un bon isolant thermique, de telles poches d'air engendreraient des pertes d'efficience du chauffage au sol. En mélangeant un peu plus d'eau au ciment, la chape devient plus liquide et on diminue le risque de formation de poches d'air. L'inconvénient est que le temps de séchage de la chape augmente. Afin d'accélérer le processus de séchage, on peut utiliser un appareil de séchage à condition que celui-ci fonctionne à l'électricité et non pas au moteur à combustion qui générerait des gaz d'échappement toxiques. Une alternative serait la mise en marche du chauffage au sol. Tandis que la chape sèche continuellement, les caissons à voler sont fixés à l'extérieur. Ceux-ci sont vissés au mur extérieur, de sorte que la fixation puisse être couverte par la suite d'un isolant thermique, histoire d'éviter des ponts thermiques. C'est à présent au tour de l'isolation thermique extérieure. Cette isolation permet de compenser les différences entre les briques isolantes en argile et le béton thermoconductible, soit par le choix d'un isolant plus performant, soit par une couche isolante supplémentaire derrière la laine minérale dans le cas du béton. L'isolation thermique principale des murs extérieurs se fait par des plaques en laine minérale fixées mécaniquement par des éléments en plastique non thermoconductibles afin d'éviter des ponts thermiques. Les plaques adhèrent mieux si on les équipe d'un mortier ciment exempt de substances nocives et testé en amont. Les fixations pour les éléments de façade en aluminium sont vissées directement sur l'isolation thermique. Ici encore, une isolation thermique efficace et homogène est indispensable, d'autant plus que les plaques en aluminium sont relativement thermoconductibles et pourraient provoquer des pertes de chaleur et générer des ponts thermiques. Les rails en aluminium qui porteront les plaques en alu sont posés directement dans l'isolation thermique. À cette fin, il faut couper dans la laine minérale. Finalement, un enduit à base de chaux est appliqué sur l'isolation thermique. Un filet en laine de verre évite des fissures dans l'enduit extérieur. L'enduit extérieur est à base de chaux. Cette chaux est livrée en poudre et mélangée à l'eau sur le chantier. La chaux permet de réguler l'humidité, est ouverte à la diffusion gazeuse et naturellement bactéricide et fongicide. De cette manière, l'enduit à la chaux est capable de stocker l'humidité pendant la pluie ou la rosée et la restituer lorsqu'il fait plus sec. Comme l'humidité pénètre à l'intérieur de l'enduit, elle n'est plus disponible à la surface, de sorte que l'enduit à la chaux est beaucoup moins sensible au développement d'algues ou de moisissures que les enduits classiques et modernes. L'enduit extérieur est réalisé en 2 étapes, une première couche plus graineuse suivie d'une couche plus fine, les deux bien évidemment en chaux ouverte à la diffusion gazeuse. Finalement, l'enduit est peint avec une peinture minérale à base de chaux. Ainsi, on aboutit à un système mural étanche à l'air, mais ouvert à la diffusion gazeuse,
régulateur d'humidité avec un enduit intérieur en chaux sans peinture, des briques porosées en argile, une isolation thermique en laine minérale et un enduit extérieur à base de chaux, peint avec une peinture minérale à la chaux. Restent les plaques en aluminium qui sont simplement accrochées dans les rails et fixées à l'aide de vis, sans pour autant que ces vis ne transpercent l'isolation thermique. Comme le garage est en dehors de l'enveloppe thermique et donc non chauffé, les murs du garage doivent être considérés comme des murs extérieurs et isolés thermiquement non seulement du côté extérieur, mais également du côté intérieur, puisqu'ils sont en contact direct avec les murs du rez-de-chaussée. Dans la partie inférieure, on applique des plaques en polystyrène qui résistent à l'eau provenant du nettoyage ou de la voiture mouillée en cas de pluie ou de neige. Sur la partie supérieure, les murs sont isolés à l'aide de plaques de laine minérale fixées comme le polystyrène par une colle mortier. Étant donné que le garage ne constitue pas de pièce à séjour prolongé, les aspects de santé ne jouent qu'un rôle secondaire. Le plafond du garage est isolé avec des plaques en laine minérale combinées à de la laine de bois et fixées mécaniquement par des goujons. Bien évidemment, la porte coulissante du garage est également équipée à l'intérieur d'une isolation thermique. Les murs sont ensuite couverts d'un enduit à base de chaux similaire à celui utilisé à l'extérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les cols sont évités dans la mesure du possible. Ainsi, les grandes portes du salon coulissent dans des rails fixés mécaniquement par vis. De plus, ces rails sont thermolaqués dans l'atelier et non peints sur chantier, histoire d'éviter toute émission de solvant de peinture. Il en est de même pour les escaliers. Le cadre métallique, thermolaqué dans l'atelier, est fixé à l'aide de vis. Il s'agit en fait d'une laque à base de solvants classiques qui sont complètement évaporés avant que le matériau ne soit livré sur le chantier, au contraire de laques à base de polyuréthane où les émissions peuvent parfaitement persévérer au-delà du montage de l'escalier. Les marches de l'escalier sont en bois massif, non traité et peintes à l'huile. Revenons à l'enduit intérieur. Après une première couche d'enduit à la chaux brute, on applique dès à présent une couche de finition plus fine, toujours à base de chaux en poudre, mais mélangée avec des pigments minéraux de couleur, ce qui évite de devoir peindre les murs par la suite. Ainsi, on conserve les propriétés de la chaux et de la brique en argile, à savoir la régulation de l'humidité et la diffusion gazeuse. De plus, les surfaces restent antistatiques, c'est-à-dire qu'elles ne se chargent pas électrostatiquement, ce qui optimise l'ionisation de l'air et donc un bon climat intérieur. De plus, on économise les coûts relatifs au peintre. Ensuite, il faut évacuer l'humidité et donc aérer à fond. En effet, l'enduit est constitué de 40% d'eau, ce qui correspond à environ 360 litres d'eau pour une chambre de 4 x 5 mètres de dimension et une épaisseur de l'enduit de 2 cm. S'ajoutent encore les 240 litres de la chape, soit environ 600 litres d'eau qu'il faut évacuer le plus vite possible en aérant. Le toit reçoit une photovoltaïque généreuse. Celle-ci n'est pas orientée vers le sud comme d'habitude, mais plutôt
en direction est-ouest. Même si ceci réduit l'efficience énergétique, le gain en énergie est plus équitablement réparti sur toute la journée, avec des apports au lever du soleil à l'est jusqu'au coucher de soleil à l'ouest. L'électricité est donc créée au moment où on en a besoin. Comme la photovoltaïque ne produit pas d'électricité pendant la nuit faute de soleil, elle ne génère pas de champ électromagnétique susceptible de perturber le sommeil des occupants. La menuiserie intérieure des salles de bain est faite à partir de béton cellulaire. Celui-ci est analysé au préalable sur d'éventuelles émanations radioactives. En effet, certains bétons cellulaires présentent une radioactivité accrue. De même, le mortier a été analysé en laboratoire avant d'être utilisé. La prochaine étape, les revêtements de sol. Les pierres peuvent être posées directement dans le mortier. De cette manière, on évite les cols qui pourraient éventuellement émettre des substances nocives. Ainsi, la dernière couche de mortier est simplement enrichie d'eau et les pierres posées dessus. Alors que les pierres d'origine volcanique peuvent présenter une radioactivité accrue et doivent donc être testées en amont, les pierres sédimentaires d'origine calcaire peuvent être utilisées sans restriction. Il faut cependant veiller à enlever les crasses de mortier sur les pierres afin d'éviter que celui-ci ne sèche et s'incruste sur les pierres, formant un véritable voile de ciment, car il serait difficile à enlever sans produit chimique une fois séché. Les marches de l'escalier de la cave sont équipées de carrelage. Celui-ci peut être posé simplement dans le mortier ou alors être collé au moyen d'une colle, exempte de substances nocives. Les deux produits, mortier et colle, sont livrés sous forme de poudre et mélangés à l'eau sur place. Ils ne renferment donc ni l'un ni l'autre des conservateurs nocifs. La méthode est identique que pour les sols en pierre. Alors que pour les contremarches verticales, le mortier est simplement ajouté au dos du carreau, il est épandu sur le béton égalisé pour les marches horizontales et le carreau posé ensuite. Comme il n'est guère recommandé de poser le carrelage au mortier au rez-de-chaussée en raison du chauffage au sol, celui-ci a été fixé à l'aide d'une colle biologique, exempte de substances nocives et analysée en amont. Les carreaux sont complètement fermés à toute diffusion gazeuse, cependant le chauffage au sol accentue les émissions éventuelles et pourrait ainsi contribuer à une augmentation des taux d'émission de substances nocives. Sous cet aspect, le choix d'une colle sans polluant apparaît pleinement justifié. Comme les carreaux sont de grande taille, il vaut mieux éviter la pose directement dans le mortier en raison du risque de formation de cavités creuses sous les carreaux. Cela pourrait donner un effet caisse de résonance lorsque l'on marche dessus. Il vaut mieux, dans le cas de carreaux de grande taille, avoir recours à des colles biologiques sans polluants ou conservateurs et vérifier en amont par analyse en labo. Au niveau de la salle de bain, il convient de protéger la dalle et la chape au moyen d'une feuille en polyéthylène contre l'eau. De ce fait, une pose dans le mortier n'est plus possible. Là encore, le choix se porte sur la colle biologique, d'autant plus que les carreaux sont relativement grands. Les joints sont réalisés à base de mortier. Un mélange ciment-sable en forme de poudre est mélangé sur place à l'eau. Le ciment est un ciment Portland CEM1 sans additif ou déchet de haut fourneau. Le sable est en principe inerte et non problématique. Les joints dilatateurs sont réalisés soit en silicone alimentaire, donc sans fongicide, ou à l'acrylique. Un aspirateur central, monté dans le local technique de la cave, évite la remise en suspension de poussière fine dans les étages lorsque l'on passe l'aspirateur. À cette fin, le tube de l'aspirateur peut simplement être déployé à chaque étage au niveau des prises aspirateurs. Au contraire des murs et de l'enduit à la chaux, l'enduit plâtre à la chaux du plafond doit être peint. Les peintures acryliques, communément appelées peintures latex,
sont à éviter du fait qu'elles contiennent des solvants ou COV nocifs. De plus, elles imperméabiliseraient la surface de l'enduit, ce qui serait contre-productif. De même, les peintures à dispersion, appelées encore peintures à l'eau, renferment des conservateurs tout aussi nocifs. Il ne reste alors que les peintures minérales, comme les peintures à la chaux ou les peintures silicates. Ces dernières ne tiennent pas sur le plâtre classique, mais peuvent parfaitement être utilisées pour un plâtre à la chaux. Dans le cas présent, le choix s'est porté sur une peinture chaux caséine. Au lieu de pratiquer une couche primaire ou couche de fond qui imperméabiliserait inutilement l'enduit, on applique plutôt 2 couches successives de peinture chaux caséine, ce qui permet de maintenir les propriétés antistatiques, la diffusion gazeuse et la régulation d'humidité propre à la chaux. De plus, cette façon de procéder ne s'avère pas plus chère que la combinaison couche de fond et peinture. Les parquets du sol sont de préférence posés sur gîte, donc fixés par des clous sur une sous-construction en bois. Ainsi, non seulement on évite l'utilisation de colle, mais en plus on peut renoncer à la chape, ce qui économise argent et temps de séchage. Finalement, les conduites d'eau de chauffage restent accessibles en cas de dommage. Le parquet devrait de préférence être en bois massif et non traité. Avant de le poser, il est primordial de l'exposer pendant 2 à 3 semaines dans le local, afin qu'il puisse s'acclimater à l'humidité ambiante. L'isolation thermique et sonore sous le parquet est réalisée à l'aide d'un granulé minéral versé entre les gîtes ou lattes en bois. Comme il est minéral, ce granulé est en effet résistant aux moisissures et exempt de polluants. Finalement, le parquet est posé et fixé au moyen de vis ou de clous, le tout toujours sans la moindre goutte de colle. Le parquet est ensuite raboté, tout en prenant soin de récupérer les poussières de bois directement à la source, étant donné que celles-ci peuvent être cancérigènes. La surface du parquet est traitée, soit à l'huile naturelle, soit à la cire d'abeille. De cette façon, le bois reste ouvert à la diffusion. En effet, nombre de vitrifications contiennent des polluants, notamment les polyuréthanes. Finalement, le parquet est poli afin d'enlever le surplus d'huile ou de cire. Malheureusement, le parquet massif sur gîte est souvent incompatible avec un chauffage au sol. D'une part, le bois travaillerait trop, donc s'élargirait en fonction des variations de température, et d'autre part, les clous de fixation risqueraient d'endommager les conduites chauffantes. Il faut donc utiliser un parquet contre-collé qui ne réagit pas aux variations de température. Néanmoins, il faut vérifier en amont l'absence de polluants ou substances nocives pouvant émaner du parquet. Il en est de même pour la colle utilisée pour fixer le parquet sur la chape. Certains parquets contre-collés, ainsi que certaines colles, exempts d'émanations nocives, ont pu être identifiés en laboratoire. Bien évidemment, ces parquets ne sont pas vitrifiés, puisqu'on veut éviter les substances nocives présentes dans de nombreuses vitrifications et maintenir les propriétés favorables du bois basées sur sa porosité, à savoir la régulation d'humidité ou encore l'absence de charge électrostatique. En raison du chauffage au sol, il n'est pas possible de poser un parquet massif en pose flottante. C'est pourquoi on a recours à un parquet laminé qui a été cependant vérifié au moyen d'une analyse laboratoire auparavant. De même, la colle avec laquelle le parquet est collé a été contrôlée au laboratoire. Le parquet est ensuite huilé avec une huile qui de nouveau a été contrôlée auparavant. Comme ça, on garde une surface qui peut absorber l'humidité et donc qui peut réguler, tamponner. En ce qui concerne le joint entre le parquet et le mur, on avait initialement prévu du liège. Le problème, c'est qu'à l'analyse laboratoire, ce liège s'est révélé être contaminé par des substances nocives. C'est pourquoi on l'a tout simplement remplacé par un joint en acryl. Une fois le parquet posé et collé, il reste à le traiter en surface et à poser les joints contre les murs. Ces joints entre le parquet et les murs sont réalisés par des joints acryliques. Alternativement, on peut utiliser du silicone alimentaire. En revanche, les silicones classiques de construction, voire même les silicones sanitaires, sont à éviter
puisqu'ils contiennent des biocides ou fongicides nocifs. Avant de traiter le parquet à la cire d'abeille ou à l'huile naturelle, il faut rigoureusement enlever toute poussière. Ensuite, le bois est peint à l'aide d'une huile naturelle, préalablement analysée en laboratoire. L'huile est répartie équitablement sur le parquet et pénètre ensuite dans le bois. Les pores du bois restent ouverts, la diffusion gazeuse, la régulation d'humidité sont garanties et la surface ne se chargera pas électrostatiquement. Finalement, le parquet est poli et l'huile excédente est enlevée. La menuiserie intérieure, en l'occurrence les armoires et la cuisine, sont réalisées en bois massif. Les seuls cols à être utilisés sont des cols de bois ou cols à la caséine, une protéine du fromage, et ceci uniquement si les analyses de laboratoire ont confirmé l'absence de substances nocives au préalable. Bien sûr, on peut fixer les bois également mécaniquement par des vis. Comme tout au long du chantier, on évite toute utilisation de mousse polyuréthane pour fixer les armoires ou les meubles de cuisine. Les surfaces du bois sont traitées à la même huile naturelle que le parquet analysé au préalable. De cette façon, les menuiseries intérieures et le parquet auront la même teinte. La surface de travail, une plaque en acier exempte de polluants et facile à nettoyer. Elle n'est pas collée mais tient tout simplement par son poids propre. Dans la cuisine, afin d'éviter une hotte qui assurerait une continuité avec l'extérieur et qui diminuerait donc l'étanchéité du bâtiment, on a opté pour un four à plasma qui va attirer les odeurs et les brûler à haute température. Les cadres des portes intérieures sont fixés mécaniquement et les interstices entre les cadres de portes et les murs sont laissés creux et ne sont surtout pas remplis de mousse en polyuréthane. Étant donné qu'il n'y a guère de différence de température entre les différents locaux, les interstices peuvent bien rester creux, ce qui augmente les flux d'air des locaux approvisionnés en air frais vers les locaux à évacuation d'air vicié, donc le bon fonctionnement de la ventilation mécanique. En principe, les portes intérieures peuvent être réalisées en bois aggloméré. Dans ce cas, il est primordial de peindre ce bois à l'atelier moyennant une peinture classique à solvant qui imperméabilise rigoureusement l'ensemble des surfaces des portes. Le fait de laisser les portes peintes sécher à l'atelier pendant plusieurs semaines assure l'absence de solvant lorsque les portes sont montées sur le chantier. Dans le cas présent, les maîtres d'ouvrage ont opté pour des portes en bois massif pour des raisons esthétiques, donc des planches de bois directement coupées dans les troncs d'arbres. Les veinures du tronc d'arbre resteront visibles dans les futures portes en bois. Latéralement, les planches de bois peuvent être collées moyennant de la colle de bois, exempte de polluants. Les surfaces sont traitées à l'huile naturelle. Les cadres des portes massives sont fixés par vis et sans utilisation de mousse en polyuréthane. Les interstices entre les cadres et les murs permettent les échanges d'air indispensables au bon fonctionnement de la ventilation mécanique. Dans les maisons passives, les cheminées constituent un défi particulier. Comme dans le cas présent, les maîtres d'ouvrage ont opté rétrospectivement pour une cheminée. Il a fallu percer les murs du salon pour créer une ventilation séparée pour la cheminée. Afin de garantir l'étanchéité indispensable aux maisons passives, le système de ventilation est équipé d'une valve permettant de fermer de façon étanche l'apport d'air frais si la cheminée n'est pas utilisée. L'expérience suivante prouve l'étanchéité du système. Ainsi, à valve fermée, le sèche-cheveux n'est pas en mesure d'éteindre une chandelle, voire même de faire vaciller la flamme de celle-ci. Ce n'est qu'à valve ouverte que l'air soufflé par le sèche-cheveux passe le tuyau et éteint la chandelle. En conclusion, le système est parfaitement étanche. Le tuyau d'évacuation des fumées
est équipé d'une isolation thermique qui permet d'éviter des phénomènes de condensation et donc de développement de moisissures, en raison du contact avec l'air frais extérieur, ainsi que des surfaces trop chaudes, en cas de feu de cheminée, risquant de provoquer des brûlures lors de contact. La laine minérale se trouve enfermée dans l'interstice d'un tuyau métallique à double paroi. Une telle isolation thermique n'est pas nécessaire pour le tuyau d'air frais, étant donné que la valve étanche empêche une remontée d'air froid. En cas de feu de cheminée, la chaleur du feu chauffe l'air frais. D'autre part, les deux tuyaux au passage de l'enveloppe thermique, donc des murs extérieurs, sont bien isolés au contact des murs à l'aide d'un isolant thermique. Comme la cheminée extérieure est fixée à l'aide de longues vis au mur extérieur, celle-ci transperce incontournablement l'isolation thermique. Afin d'éviter les ponts thermiques, on utilise plutôt deux petites vis reliées au milieu par une partie non thermoconductible. Ainsi, la cheminée peut être fixée sans réserve. Finalement, les joints sont remplis de silicone afin d'éviter toute infiltration d'eau de pluie ou de neige. À l'intérieur, la cheminée est montée. La distribution d'air frais de l'extérieur vers la centrale de ventilation se fait au moyen d'une conduite en acier qui, au contraire de nombreuses conduites en plastique, ne contient pas de phtalate ou de retardateur de flamme. Comme le métal pourrait néanmoins souffrir de corrosion au contact de la terre humide, il est emballé dans une feuille en plastique de façon étanche. L'aspiration d'air frais doit se faire à une certaine hauteur, afin d'éviter que la bouche d'aération à l'extérieur ne soit couverte de neige en hiver. Un treillis de protection évite que des insectes, des rongeurs ou des oiseaux puissent s'incruster ou nidifier dans la conduite. Au passage des conduites d'aération à travers les murs extérieurs, il faut garantir une étanchéité rigoureuse. De ce fait, les connexions sont réalisées au moyen de manchettes spécifiques étanches, comme toutes les connexions d'infrastructures d'ailleurs, comme l'électricité, le téléphone, la géothermie ou encore les conduites d'eau potable. Ces manchettes se rétrécissent lorsqu'elles sont chauffées au chalumeau et enserrent les conduites de façon absolument étanche. À l'intérieur du bâtiment, les conduites qui transportent de l'air frais doivent être isolées thermiquement afin d'éviter que l'air intérieur plus chaud ne condense au contact des conduites froides. Ceci est vrai aussi bien pour les conduites d'air frais que pour l'évacuation de l'air vicié. La centrale de ventilation doit être placée de sorte à rendre accessibles toutes les composantes afin de pouvoir faire une maintenance, voire un nettoyage adéquat. Ceci concerne notamment l'échangeur thermique qui récupère la chaleur de l'air vicié sortant pour réchauffer l'air frais entrant. Ainsi que les filtres de la centrale, la plupart du temps des filtres à cassette sont préférables aux filtres simples à cadre à cause de leur surface plus importante. En effet, ces filtres doivent être régulièrement inspectés et échangés. Bei der Konzipierung dieser Anlage wurde besonders auf die nachträgliche Reinigung Wert gelegt. Das heißt, wir haben bei der Anordnung der Verteiler und der Öffnung der Verteiler darauf geachtet, dass man nachher an alle Rohrleitungen drankommen und diese auch ordentlich reinigen können. Zum Zweiten werden überwiegend bei den Lüftungsanlagen die Durchlassgehäuse, die die Luft in den Raum bringen, werden aus Kunststoff eingebaut.
Hier haben wir das Ganze umgeswitcht und sind da auf Metall gegangen. Und zum dritten haben wir an den Tellerventilen normalerweise oben einen kleinen Schaumstoffring und dieser wurde hier entfernt. Afin d'éviter la remontée de gaz d'échappement du garage vers les pièces de séjour et donc une contamination, on a opté pour installer une ventilation mécanique décentralisée au niveau du garage qui est reliée à des sondes qui justement mesurent ces gaz d'échappement et en cas de besoin, la ventilation se met en marche de façon à aérer et à éviter une diffusion de ces gaz d'échappement vers les pièces de séjour. L'unité de contrôle de la ventilation mécanique et du smartphone est installée au niveau de la cuisine, un local centralisé où les occupants passent beaucoup de temps. L'intégralité de la technique de la maison est reliée via la domotique à ce tableau de contrôle qui est central, qui se retrouve donc ici au niveau de la cuisine, par lequel je peux très facilement gérer l'ensemble de mon installation, que ce soit la lumière, que ce soit les stores, que ce soit bien sûr la ventilation mécanique, qui connaît 3 positions, une position minimale lorsque les gens sont absents, une position normale, en temps normal lorsque les gens sont à la maison, ou une position plus forcée lorsque on a des invités, lorsque les activités sont plus élevées. Très important également le prochain entretien, notamment changement de filtre, etc., qui est annoncé ici. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans la cave pour m'assurer que l'entretien est bien fait. Le tout est lié à des sondes pour la température, pour l'humidité, pour le CO2 ou autre, qui permet de surveiller dans les différentes pièces les valeurs relatives et de régler automatiquement la ventilation lorsque certaines valeurs seuil sont excédées. Afin d'éviter un empoussièrement des gaines de ventilation, dans une première phase, au niveau des évacuations d'air, on applique des filtres sous cette forme qui ont le but de retenir les poussières qui sont encore présentes dues à la construction et donc de salir inutilement les gaines de ventilation. Ces filtres en forme de poche dans les évacuations d'air sont remplacés une première fois au bout de 3 semaines. Comme les filtres en poche ne sont pas chers et peuvent facilement être remplacés, on a décidé de replacer de nouveaux filtres dans les évacuations d'air viciées. Ceci est possible puisque la planification de la ventilation a été généreuse, les capacités maximales de la VMC, loin d'être atteintes, et les pertes de pression propres aux filtres, donc négligeables. L'inspection des filtres remplacés montre la richesse en poussière de chantier, poussière qui, en l'absence de filtres, aurait fatalement contaminé et encrassé les conduites de la ventilation. Avant de mettre en service le système de ventilation, il faut l'ajuster par rapport au volume calculé et planifié. Pour ce faire, les débits d'air sont mesurés aux bouches d'aération et d'évacuation, en commençant par la bouche d'aération la plus éloignée de la centrale de ventilation et en réglant la centrale de sorte à fournir la capacité exigée à cette bouche d'aération. Il est important de planifier une centrale généreuse avec des réserves de capacité. Ainsi, les différents niveaux de ventilation sont atteints à 20% de la capacité de la centrale pour le niveau minimal et à 65% pour le mode de fonctionnement normal. Le ventilateur tourne donc à vitesse réduite et fait moins de bruit. Même le mode maximal est assuré à 80% de la capacité maximale. Ensuite, toutes les bouches d'aération sont contrôlées et protocolées. Ces contrôles concernent les vitesses d'air et les volumes d'air transportés. En effet, les volumes d'air doivent être suffisants pour assurer un échange d'air, sans pour autant dépasser des seuils de vitesse d'air qui engendreraient des sensations de courant d'air. Ces contrôles sont à répéter et à documenter après chaque entretien ou nettoyage des conduites. La ventilation mécanique doit impérativement être nettoyée et contrôlée régulièrement. Lors de ces maintenances, les filtres à poche sont à enlever. Ensuite, les conduites sont inspectées moyennant une caméra endoscopique liée à une brosse mécanique. De cette façon, on peut suivre en temps réel les travaux de maintenance le long des conduites via écran ou smartphone. Un aspirateur professionnel est relié à la bouche d'aération
permettant ainsi de récupérer les poussières mises en suspension par la brosse mécanique qui traverse progressivement les conduites d'aération. Finalement, de nouveaux filtres à poche sont placés dans les bouches d'aération. Wir machen diese Inspektion, gegebenenfalls wird dann nochmal Baustaub, es wird sich vieles angesammelt haben, werden dann alle Rohre gesäubert. Bis hin zur Lüftungsanlage. Die Lüftungsanlage an sich wird auch separat gesäubert. Der Austauscher wird desinfiziert mit einem lebensmittelfreundlichen Produkt. Ablauf, Abflüsse, alles wird dann auch gesäubert. L'entretien concerne également le système d'évacuation de l'eau de condensation qui est démonté, lavé et remonté ensuite. Il est primordial que toutes les composantes de la VMC soient facilement accessibles. L'échangeur thermique désinfecté et séché est replacé dans la centrale de ventilation. Finalement, les anciens filtres à cassette sont remplacés par des nouveaux. La comparaison des anciens filtres avec les nouveaux montre à quel point les filtres s'encrassent et donc l'efficacité des filtres en matière de rétention de poussière. Une méthode standardisée et normée pour contrôler l'encrassement des conduites d'air consiste dans la mesure de la concentration de poussière à la surface intérieure des conduites. À cette fin, un chiffon à poussière imbibé d'un solvant est pesé. Ensuite, une surface définie est nettoyée avec le chiffon qui est pesé une deuxième fois par la suite. La différence des deux pesées est proportionnelle à la quantité de poussière récoltée et donc à l'encrassement des conduites. La maintenance, moyennant une brosse mécanique couplée à une caméra endoscopique, concerne également les conduites verticales et les distributeurs en acier. Restent à présent les analyses et mesures de contrôle qui devraient permettre de vérifier si la maison passive suffit bien aux standards de santé propres à la biologie de construction. Selon les résultats des analyses chimiques de l'air et des poussières réalisées dans les chambres et le salon, aucune contamination par des substances semi ou peu volatiles n'a pu être détectée. De même, les concentrations en solvant ou COV étaient très largement inférieures aux valeurs d'orientation respectives de la biologie de construction allemande qui compte parmi les seuils les plus sévères en Europe. Les éthers de glycol constatés dans un seul local étaient dus à l'utilisation d'un produit de nettoyage. En bref, aucune contamination par des substances cancérigènes, neurotoxiques ou bioaccumulables, marquées en rouge ou en orange, n'a pu être constatée. De même, les substances susceptibles de provoquer des effets temporaires et réversibles, comme des irritations ou des allergies, marquées en jaune ou en vert, n'ont été détectées qu'en concentration minimale en provenance des matériaux de construction. Finalement, aucune contamination par du radon radioactif en provenance du sol n'a été constatée. De même, les mesures de champs électriques et magnétiques de basse fréquence, en rapport avec l'électro-installation au niveau du salon ou des chambres à coucher, ne présentaient aucune anomalie selon le standard de biologie de construction allemande. Les mesures des champs électromagnétiques de haute fréquence permettaient de confirmer l'efficacité des mesures prises contre les sources d'ondes électromagnétiques environnantes. Aucune anomalie n'a été constatée à l'intérieur de la maison. En conclusion, les mesures de contrôle, tout comme les analyses chimiques, permettent de dire que la maison passive construite correspond bel et bien à un bâtiment sain. Le projet réalisé a depuis remporté différentes distinctions en matière de santé, bien-être ou confort.
Les aspects énergétiques sont également impressionnants. Ainsi, la consommation en électricité dans la nouvelle maison, durant les 3 premières années, ne correspond qu'à la moitié de la consommation dans l'ancienne maison. La production d'électricité par photovoltaïque est 5 fois supérieure aux besoins du bâtiment. Elle pourrait donc alimenter 4 maisons supplémentaires. Le projet réalisé montre donc de façon impressionnante que santé bien-être et efficience énergétique ne s'excluent pas mutuellement, mais qu'il est au contraire parfaitement possible de considérer à la fois des critères de santé et de bien-être des occupants, tout en respectant les aspects énergétiques, notamment par le choix d'énergies renouvelables non polluantes. La maison passive ne constitue donc aucunement une utopie. Le préjugé et la peur des maîtres d'ouvrage, considérant que les mesures d'énergie se feraient au détriment de la santé des occupants, ont pu être rejetés de façon convaincante. Confortable et convivial, avec un climat sain, esthétique, individuel, fonctionnel et adaptable, comme en témoigne le puits d'ascenseur près de l'escalier. Les zones de sommeil à l'abri des champs électromagnétiques, le parquet à surface chaude et agréable. Une technologie smartphone avec notamment des lampes qui s'allument et s'éteignent automatiquement au WC. Des surfaces murales non vitrifiées et tampons d'humidité, pas seulement dans les salles de bain. Beaucoup de bois non vitrifiés, antistatiques et exempts de substances nocives. Matériaux de construction exempts de polluants. Zone de repos en dehors de tout champ électromagnétique. Surface murale et de sol non vitrifiés, capables de réguler favorablement l'humidité ou mesures constructives permettant d'éviter toute colonisation par des moisissures. Tels quelques atouts d'une construction biologique. Combinés à une ventilation mécanique efficace, correctement conçue, réalisée notamment au moyen de matériaux exempts de substances nocives et entretenus selon les règles de l'art. Santé et efficience énergétique ne s'excluent point. Et la maison passive, saine, est bel et bien une réalité.